cabinet Fofana. On va tout à l'heure parler du comité de normalisation talibé. Au passage, on va parler de Mamadi Doumbouya qui est arrivé à Riyad. Et finalement, on l'apprend du côté de l'Arabie Saoudite. Oui, effectivement, le colonel Mamadi Doumbouya est arrivé à 6 h du mat, heure locale en Arabie Saoudite et 3 h de Guinée, en temps universel. Il va donc participer au sommet Arabie Saoudite, Afrique, qui va donc commencer aujourd'hui. Ça sera donc, je crois, si je me trompe, la troisième ou quatrième sortie du colonel après donc... depuis qu'il est arrivé au pouvoir, si je ne me trompe. Hors du continent. Hors du continent, plutôt hors de la Guinée. Vous savez, le premier voyage a été, je crois, en Sierra Leone, ensuite le Mali, la Turquie. Oui, ça fait plus alors que 3. Hein. Oui, si c'est à l'international, je veux dire hors du continent, il a été en Turquie, il a été aux États-Unis. Maintenant, c'est à Riyad. Voilà, là maintenant, c'est à Riyad. Vous savez, la Guinée a de très bons liens avec l'Arabie Saoudite, avec le monde musulman. Absolument, à travers l'OCI. À travers l'OCI, pour avoir été sous le leadership du camarade Ahmed Sékou Touré, avoir été à la base donc de la mise en place de l'organisation islamique et d'autres organisations qui donc permettent un tout petit peu d'avoir des relations importantes avec le monde arabe. Il va donc participer à ce sommet-là qui va questionner un peu l'avenir des relations entre l'Arabie Saoudite et l'Afrique. C'est donc dans le sillage un peu de ces organisations aujourd'hui où vous avez, ce n'est plus maintenant la France, l'Afrique, des sommets Afrique-France, vous avez des sommets entre la Turquie et ces pays émergents avec l'Afrique, ce qui prouve justement l'attractivité que constitue le continent et le fait pour la Guinée d'être à ce sommet est quelque chose d'important. Vous avez aussi tous les autres présidents, disons, de transition qui sont invités, qui sont donc invités. On verra effectivement à la fin de la journée ce qui adviendra de ce sommet et la participation du président Mamadi, aux côtés duquel plutôt il y a le ministre Maurice Sanda Kouyaté qui est aussi arrivé. Et puis, donc qui est passé un peu pour débrayer le chemin, Maurice Sanda, qui d'ailleurs hier disait qu'il était au Palais Royal en train de travailler à tout cela. Mais en internationaliste, on va dire, quel regard spécifique sur la démarche de l'Arabie de s'engouffrer dans la brèche de ces traditionnels sommets Afrique, Chine, ainsi de suite, parce que, à ce que je sache, c'est la première pour l'Arabie Saoudite, donc de tenir ce genre de sommet, à l'image de ce qu'on a déjà connu, donc l'Arabie Saoudite, l'Afrique. Oui, ça s'explique par cette ouverture incarnée par... Une affirmation peut-être d'une certaine puissance économique, qui est utile à l'Afrique parce que les fonds saoudiens, ça apporte beaucoup d'aide dans les pays africains. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est la matérialisation de ce qui était informel tout ce temps-là? Je pense que l'Arabie Saoudite a aussi envie d'aller au-delà des simples relations liées à la religion. Vous voyez, c'est un pays important qui a des ressources notamment pétrolières importantes et qui a envie de se diversifier. Et c'est aussi le fait que ce pays a été longtemps taxé d'autarcique et c'est un peu dans cet élan d'ouverture-là incarné par le leadership actuel du roi et qui pourrait expliquer... Et surtout le prince héritier. Oui, effectivement. On va dire que c'est sa marque. Oui, il est un peu moderne, un peu ouvert. C'est un citoyen du monde qui s'ouvre et qui essaye de capter donc un peu partout. Et l'Afrique est extrêmement importante dans ce dispositif-là. Le continent africain, c'est l'avenir. Donc, le fait pour l'Arabie Saoudite d'organiser un sommet comme ça, dans un contexte où vous avez, où l'Arabie est un peu mise à rude épreuve avec la crise israélo-palestinienne, ça peut bien se comprendre que l'on essaye déjà de hâter les pas et de faire un peu dans cette ouverture-là. Emmanuel, je disais, c'est la marque carrément du prince héritier MBS qui est de plus en plus ouvert sur le monde. Oui, il tente une ouverture de l'Arabie Saoudite vers toutes les autres tous les horizons, parce qu'évidemment jusqu'à une histoire récente, même l'Arabie Saoudite avait des partenaires privilégiés, parmi lesquels notamment les États-Unis. Et après, aujourd'hui, vous avez le fait que les pays ne sont plus
liées forcément à des questions de doctrine. Les pays sont orientés vers les intérêts économiques, vers les intérêts stratégiques. Bien. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que l'Afrique, évidemment, est connue pour être le continent de l'avenir. Il se trouve que c'est le continent qui a le plus de matières premières. C'est le continent qui aura bientôt, qui a déjà d'ailleurs la plus grosse main-d'œuvre du monde et qui, dans quelques années, dans quelques décennies, sera aussi qui aura la plus grande population. Donc, de ce point de vue, l'Afrique est un enjeu stratégique pour toutes les puissances. Bien. Et évidemment, l'Arabie Saoudite ne peut pas s'asseoir, regarder tous les pays, évidemment, se faire une place sur le continent, qu'elle ne vienne pas aussi. La Chine a rejoint, parce que ça a commencé avec la France-Afrique. Et puis les États-Unis se sont engouffrés. Absolument. Le Brésil. La Chine est entrée, le Brésil est entré, la Turquie est entrée. Tout le monde aujourd'hui, la Russie, tout le monde aujourd'hui se tourne vers l'Afrique. Maintenant, la question c'est comment est-ce que... parce que je trouve aussi réducteur que... vous ayez un sommet qui réunit un pays face à un continent. Un continent, oui. Si nous avons conscience du fait qu'on est d'accord que même si certains sont déjà des pays continents comme la Russie, comme les États-Unis, oui, mais ça ne change pas. Ça ne change pas le fait qu'en Afrique, vous avez 54 États différents, les uns des autres. Je suis d'accord. Même face aux États-Unis, les États-Unis, c'est un État. Bien entendu, on peut parler, c'est un État fédéral. Mais en Afrique, ce n'est pas fédéral. Vous avez 54 États distincts. Et cela, évidemment, quand on est conscient de la puissance que l'on représente, et je pense qu'à l'avenir, il va falloir que on change un peu la donne aussi, quoi, du point de vue stratégique. Parce que ce n'est pas parce qu'on veut aider l'Afrique, mais c'est parce qu'on sait qu'il faut aujourd'hui s'attirer les amitiés de l'Afrique pour l'avenir. Et pour cela, il faut qu'on soit conscient que l'on puisse tirer profit de cela. Déjà, le fait que l'Afrique elle-même puisse aller vers n'importe quelle puissance, ce n'était pas le cas il y a quelques décennies. Aujourd'hui, on a le droit de quitter en France, aller en Russie. On quitte un sommet en France, on s'en va à un sommet en Russie. On quitte un sommet en Russie, on vient à un sommet aux États-Unis. Aujourd'hui, le monde n'est pas forcément attaché comme ça, même s'il y a certains esprits qui le sont encore. Mais il y a un changement, un bouleversement stratégique qui est en cours. Et c'est le moment de bien tirer profit de tout cela. Bien, oui, Bassekou là-dessus. Et on va dire que le colonel a embarqué avec lui le ministre de la Sécurité. Et celui de la défense, a-t-on appris. Déjà, celui de la sécurité est bien visible sur la photo là. Bachir Diallo, oui, là-dessus. Ah oui, l'enjeu peut être aussi sécuritaire, vous le savez très bien. Peut-être que c'est l'occasion aussi d'aller dans une sorte de coopération sur le plan sécuritaire, pourquoi pas entre les deux États. Vous savez, l'Arabie Saoudite aujourd'hui se positionne comme un leader sur le plan économique au niveau du Proche-Orient, et vous savez très bien tout le rôle qu'il joue aujourd'hui pour éviter une généralisation de ces crises. D'ailleurs, on parle de cette guerre déclarée entre l'Israël et le Hamas qui fait craindre aujourd'hui une généralisation de cette crise. C'est pour cette raison que toutes les capitales de ce côté s'activent aujourd'hui pour trouver une solution à cette crise. L'Arabie Saoudite est un partenaire privilégié à la Guinée, vous le savez depuis longtemps. Elle intervient dans beaucoup de secteurs. Le développement par exemple des infrastructures routières, la construction des écoles, des hôpitaux et tout ça. Dans le passé, on sait très bien que ce pays a apporté une aide importante à la Guinée pour le développement de ces infrastructures, mais aussi il y a aussi d'autres opportunités. Et comme je l'ai dit, ce ne sont pas les événements du 4 novembre dernier qui vont faire que le président de la transition, le colonel Mamadou Doumbouya, ne doit pas s'ouvrir à l'international. C'est une opportunité à saisir pour discuter, pour échanger et voir qu'est-ce que... Et nos atouts, c'est notre relation, nos relations privilégiées et très anciennes et riches surtout avec l'Arabie Saoudite. En 30 secondes, Lincoln là-dessus pour terminer. Moi, tous les sommets Paul Afrique, Pierre Afrique, Elisabeth Afrique. Mais écoutez, non. Mais donc ça n'a pas de sens. C'est déplorable. Pourquoi il n'y a pas un sommet Guinée et Europe? Développe-toi d'abord, la Guinée. Peut-être, pourquoi pas, Asie. Développe-toi, la Guinée. Développe-toi d'abord. Le malheur de l'Afrique sont ses dirigeants. On a toutes les ressources. Un continent plus riche que tous les continents du monde. Mais c'est nous qui tendons toujours la main. Nos présidents sont les plus gros voyageurs. Et ils partent écouter les autres. Parfois même avec les regards hagards. Je crois que c'est triste. Nous aussi donnons, faisons des sommets, appelons toute l'Europe. Les gens ont besoin de nous.
mais c'est nous qui partons. Il faut être réaliste, Lincoln. L'Afrique est triste. Qu'est-ce que vous avez à donner? Le malheur du continent sont ses dirigeants. L'Afrique a toutes les ressources, mais on manque de ressources humaines. Bien. Franchement. Merci. Déplorable. Merci aux panafricanistes en studio ce matin. Et c'est la pause.